débat. Oui, voilà, c'est mieux. Et nous-mêmes avions hésité, avec Mathieu, à aller voir comment réenchanter le monde, et moi, l'éducation comme clé du changement. En tout cas, je vous remercie d'être là, tous très nombreux. Le meilleur est à venir, comme vous l'avez compris. C'est un sujet d'angoisse pour tout le monde. L'état de l'économie, l'état de la planète, l'état des découvertes qui nous font craindre le pire. Il y a donc cette peur, cette angoisse qui nous pose évidemment une question, une antinomie, croissance ou décroissance. La croissance impossible pour certains, la décroissance improbable pour d'autres. C'est le concept de l'oursin, on ne sait plus très bien comment tenir l'animal. On ne sait pas si ça sera une catastrophe de cette terre, Gaïa, comme le suppute et le suggère James Lovelock. On ne sait pas si ce sera la science, avec toutes ces interrogations, et nous essaierons ici d'y répondre. Je vais, parce que le sujet qui sera évoqué, comment la recherche et la science participent au développement de l'entreprise responsable, juste en quelques instants définir ce qu'est l'entreprise responsable en partant du mot de Friedman, ce théoricien économique dans les années 70, qui écrit et qui dit la principale responsabilité sociale de l'entreprise était de faire du profit. Le rôle de l'entreprise donc dans la cité est celui d'apporter du profit et semble-t-il du bien-être. Tout a non pas changé radicalement, mais une évolution, comme vous le savez, fait en sorte que on a de plus en plus dans ce monde récent défini d'autres règles. Et à ce titre-là, ce qu'on va appeler la CSR, la Corporate Social Responsibility, a conduit à faire un inventaire, et moi de vous le décrire, cet inventaire de toutes les dernières mesures, que ce soit en Europe ou dans le monde, mais je vais commencer par l'OCDE, qui considère que le CSR comme la contribution des entreprises au développement durable. La Commission européenne, de son côté, a défini les entreprises socialement responsables comme celles qui décident de leur propre initiative de contribuer à améliorer la société et la rendre plus propre à l'environnement. En Europe, la responsabilité sociale des entreprises a été inscrite au rang des priorités politiques au Conseil de Lisbonne en 2000. La France, pendant le Grenelle de l'environnement, a proposé un cadre de la construction d'une démocratie écologique avec une série de mesures, construction d'une comptabilité sociale et environnementale des entreprises, obligation de reporting financier, développement de l'étiquetage environnemental des produits des labels d'entreprises responsables, et on sait que ce n'est pas toujours fait, promotion de l'investissement socialement responsable, réglementation de la publicité, de la formation de produits dans une démarche éco-socialement responsable. Si cette petite introduction était un peu longue, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, les entreprises ne sont plus les seules à décider et à définir de leur philosophie de la responsabilité ou de leur action de la responsabilité. Se sont mêlés au débat, bien évidemment, d'autres parties prenantes que sont les ONG, les pouvoirs publics, les médias, les places financières, les réseaux sociaux. Donc, comment, et c'est la question, la science et la recherche préfigurent-ils une société plus responsable, une entreprise plus responsable? Et pour cela, je vais accueillir Christian Courtin-Clarins, président du conseil de surveillance du groupe Clarins, ainsi que Mathieu Villiers, mais je vais déjà accueillir Christian Courtin-Clarins. Bonjour, Président. Alors, mon rôle est de vous présenter rapidement et ensuite vous poser une première question. Donc, je vais présenter Christian Courtin-Clarins, donc le président du conseil de surveillance de cet illustre groupe français qui a été créé en 1954 et qui est un groupe qui a placé la beauté des femmes, si vous me permettez ce raccourci peut-être, et des hommes au centre évidemment de leur vie, donc de la recherche, et particulièrement par la qualité
et la diversité, je pense, de toutes les collections. Mais ce qui est important, c'est que nous avons ici, je crois, un président particulièrement engagé dans ces sujets environnementaux et sociétaux. Ils ne sont pas nombreux dans, je dirais, le concours de tête des entreprises, alors plus cotées, je pense, nous dira Christian Courtin-Claras, mais dans les grandes entreprises, et il est important de le faire remarquer, car il soulignera à quel point ces engagements, notamment dans la recherche, sont précurseurs peut-être de nouvelles révolutions, et pas du tout celles forcément du corps sujet de son entreprise. J'accueille maintenant Mathieu Villiers, directeur de la rédaction de Science et Vie. Donc, à ma droite, nous avons un grand entrepreneur. À ma gauche, nous avons un grand directeur de la rédaction d'une revue, une revue formidable qui existe depuis 1913. Un responsable de la rédaction d'un grand journal. Et qu'est-ce que j'ai dit? Un grand responsable de rédaction d'un journal. Et un grand responsable de rédaction, j'insiste, d'un grand journal, et dont je souligne l'intérêt pour chacun de vous d'acquérir ce numéro-là, qui répondra à de très très nombreuses questions sur les défis à venir, les grandes mutations technologiques, ce que la recherche nous prépare et ce que nous avons à espérer ou peut-être à craindre. Alors, une question tout de suite. Le meilleur est-il à venir? Je commence par Mathieu. Direct, comme ça. Le meilleur à venir. Mais vous pouvez passer en disant... Non, je ne mets pas mon joker tout de suite. C'est vrai que la période est un peu grise, un peu sombre. Du point de vue du journal Science et Vie, le meilleur est à venir, de notre point de vue, pour une raison assez simple, c'est que jamais les sciences et les techniques n'ont eu autant de belles propositions à nous faire. Donc les problèmes, effectivement, s'accumulent, ils sont de mieux en mieux connus. On a la conviction sincère qu'il y a dans la trousse à outils des scientifiques et des ingénieurs de quoi régler un certain nombre de problèmes. Alors, est-ce que la trousse à outils, la boîte à outils, le meilleur est-il à venir? Christian, est-ce que vous... Est-ce que tu... Est-ce que tu... Mais non, je vous mets tous au même... D'accord. Mais vas-y. Bon, alors, d'abord, merci Mathieu, puisque c'est vrai que cette revue Science et Vie m'a accompagné déjà pratiquement toute ma vie, puisque j'ai toujours considéré qu'elle était positive et qu'elle permettait de nous éclairer sur la science, et la science surtout d'un côté positif, et pouvoir prendre des décisions. Donc le meilleur continue à venir. Pour moi, la science fait partie de notre domaine, et si elle est faite avec humanité, on ne devrait pas rencontrer trop de problèmes. C'est-à-dire que toute la science qui m'intéresse est celle qui nous permettra de grandir. Pour ce qui est des raisons économiques et politiques, on voit qu'aujourd'hui, notre système n'est pas le bon, puisqu'il y a, malgré les progrès de la science, il y a quand même de plus en plus de pauvreté. Il y a encore beaucoup de choses qui sont améliorées. Mais je dirais que ce qui est le plus important, c'est qu'on est exacerbé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de considération pour l'autre. Et ce manque de considération de l'autre entraîne que les gens ne s'écoutent plus, ne s'entendent plus. Et aujourd'hui, c'est pour moi, c'est pour ça que j'y participe, c'est ma deuxième participation. Je trouve que le fait qu'un affreux capitaliste que je suis puisse parler à des affreux scientifiques, toi tu es capitaliste et scientifique, j'espère que vous connaissez. Je vais finir par vous voyez. Hein. Que nous avons dans la salle d'affreux écologistes, et je sais que dans une autre salle, nous avons aussi d'affreux syndicalistes qui font une conférence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est capable de se réunir, de considérer le point de vue de chacun, de s'entendre et surtout de s'écouter. Et je pense que c'est ça qui permettra, la considération de l'autre, qui permettra que le monde sera meilleur à venir. Alors, formidable. Mais comme le sujet, c'est la science, et que la science, comme je le disais, pour beaucoup est un mystère, donc historiquement, sociologiquement, le mystère c'est la peur,
et la peur, par définition, c'est une sorte de trou noir dans lequel on n'ose pas s'aventurer. Aujourd'hui, est-ce que l'on passe de cette peur qui est une sorte de honte à une peur sagesse en essayant de comprendre un peu plus ce qu'est la science? Et à ce titre-là, la question sera pour Mathieu. Est-ce que la science est un peu un fourre-tout? Quel enjeu pour quelle science? Et d'abord, est-ce que le mot science est bien nommé? Oui, alors, la science, au départ, c'est une volonté humaine d'essayer de comprendre la nature, d'en décrypter les lois. C'est une énergie intellectuelle profonde. C'est vrai que le mot science est convoqué pour bien d'autres choses que ça. Je pense que là, on va parler de science appliquée, par exemple. C'est-à-dire que la science, au fur et à mesure qu'elle essaye de décrypter le monde, bien évidemment, elle peut inspirer des sciences appliquées qui peuvent essayer de réaliser des produits qui peut-être offriront des débouchés. Donc la science fondamentale, la science appliquée, c'est pas exactement la même chose, c'est pas exactement la même logique, bien sûr. Et par science aussi, souvent, on dit oui, c'est la science. En fait, la science, bah non, c'est une institution, un homme, un système de gouvernance, une organisation politique. Et souvent, le mot science est convoqué, non pas à tort à travers, mais en tout cas pour décrire des réalités qui sont extrêmement différentes. Voilà, donc il y a un éventuel procès de la science, là on le sent un petit peu dans les propos des uns et des autres, sous-jacent. Il s'agit de quoi? Il s'agit du procès de la méthode rationnelle de pensée qui permet de comprendre les choses, ou est-ce qu'il s'agit de faire le procès d'un système général, institutionnel, politique, démocratique, qui ne rendrait pas tous les services qu'on a en droit d'attendre? Donc il ne faut pas mélanger toutes les choses, il ne faut pas jeter la science comme belle démarche d'esprit avec l'eau du bain, sous prétexte que l'eau sera un peu sale. Oui, alors, en termes généraux, maintenant, Oui. il y a des termes particuliers qui sont les entreprises. Alors, les entreprises sont multiples, elles ont chacun leur secteur d'activité, chacun leurs défis, chacun leurs progrès, chacun leurs agendas. Je vais évidemment, on va se pencher sur le beau, pas au chevet, mais sur la belle entreprise qui est Clarins. Est-ce qu'on peut être à la fois productrice de science, au sens où on la commande pour le progrès de son entreprise, de ses produits, consommatrice de science, comment un groupe comme Clarins appréhende la science dans son activité? Et est-ce que, Christian, tu peux nous expliquer à la lueur de cette grande révolution par rapport à celle qu'a connue ton père, c'est-à-dire un moment où finalement c'était dans un laboratoire, même si on était très concernés. Je pense que Clarins est un avant-gardiste des problématiques sociétales au sein de l'entreprise comme des problématiques de la sécurité des consommateurs et des consommatrices. Mais comment cette révolution, avec l'ensemble des sujets qui sont abordés par les consommateurs, les craintes sur les molécules qui sont intériorisées, sur comment on s'y retrouve quand on est Christian Courtin-Clarins. Bon, ben là, il faut que je reparte dans l'histoire. L'histoire, c'est vrai que mon père avait eu la simple idée d'utiliser des produits d'origine naturelle, puisqu'à l'époque, il y avait une méfiance des produits d'origine synthétique, car souvent ils étaient utilisés et ensuite retirés du marché. L'avantage des produits naturels, c'est qu'ils ont été utilisés depuis 2000, 3000 ans et qu'on en connaît l'ensemble des effets secondaires. Donc on cherchait à la fois efficacité et sécurité. Aujourd'hui, la science nous permet de beaucoup mieux comprendre comment sont formulées toutes les molécules qui peuvent composer une matière première naturelle. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement important et ça nous a permis de changer certaines matières, d'en éviter, car il y avait des problèmes d'allergie qui nous sont apparus grâce aux nouvelles données scientifiques. Pour le côté humain, c'est avec grande fierté que le groupe avait fait par exemple le principe de participation, c'est-à-dire un partage des profits avec l'ensemble du personnel, des surprofits avec l'ensemble du personnel, avant la loi. C'était De Gaulle qui, je vous le rappelle, avait émis cette idée et mon père en avait profité très rapidement pour le faire. Aujourd'hui, c'est devenu obligatoire, mais chez nous, c'est resté quelque chose d'extrêmement important. Donc il y a cette notion de partage. Pour répondre après à la question de la science, recherche fondamentale ou recherche appliquée, quand on crée un nouveau produit, c'est soit parce qu'il y a une découverte de recherche fondamentale par des laboratoires, par des centres de recherche, par des centres hospitaliers qui s'occupent de la peau,
Et nous, après, on va faire de la recherche appliquée. Ou alors c'est simplement une nouvelle matière première qui est plus efficace que l'ancienne que l'on va choisir. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une possibilité, ça s'appelle des chromatographies à phase gazeuse et d'autres chromatographies qui nous donnent tous les détails d'une plante et qui nous permettent de bien connaître son efficacité. Alors, je vais aborder non pas les sujets qui font mal, mais il y a une liste absolument considérable de produits dans l'ensemble des produits beauté. Vous avez été, vous, chez Clarins, assez radical. Vous avez pris l'édition rapidement. Alors, est-ce que tu peux nous dire que ce soit les ingrédients d'origine animale, les perturbateurs endocriniens, l'huile de palme, et je te laisse l'inventaire du reste, nous dire comment fait-on pour prendre des décisions qui peuvent modifier, je dirais, le fonctionnement d'une entreprise, pas forcément durablement, mais dans l'instant, à court terme. Alors, bon, je pense qu'on parlera un petit peu plus tard du principe de précaution. On va y arriver. On va y arriver. Mais donc, on a quand même des scientifiques avec nous qui nous font des recommandations. Et puisque tout à l'heure, j'ai dit que la loi chez Clarins, c'était efficacité et sécurité, c'est une règle qu'on demande d'appliquer. Alors pour les sphalates pour vous, pour que ce soit simple, ce sont surtout dans les plastiques transparents qui sont mous. Donc on peut en trouver à la fabrication, c'est-à-dire que c'était les tubes qui avant permettaient de prendre d'un grand container pour les mettre dans des petits pots. On a retiré tous les tubes de ceux qui contenaient des sphalates et on n'a naturellement aucun plastique qui en fait, et même dans les produits promotionnels, c'est-à-dire dans les trousses que l'on peut trouver. Pour ce qui est des parabènes, c'est un tout petit peu plus compliqué puisqu'il y a une grande controverse là-dessus. Les scientifiques ne sont pas du tout d'accord. Il y a 75 parabènes reconnus. Il n'y en avait que 2 qui étaient utilisés dans le monde de la cosmétique. C'est les 2 qu'on trouve dans le miel. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez remarqué qu'un pot de miel, quand on l'ouvre un an après, il n'y a pas de contamination. C'est parce que les abeilles ne sont pas bêtes et vont trouver dans la nature 2 parabènes. Alors comme je me trompe toujours, je crois que c'est l'éthyle et le propyle. Je regarde mes scientifiques, qui sont 2 parabènes qui sont acceptés, qui peut-être vont revenir, mais en tout cas c'était une grande gêne. Pour tout ce qui est... alors naturellement, nous on est très pro-REACH, qui est en train de faire, si vous voulez, le scanner est en train de scanner l'ensemble des matières premières qui sont controversées et on en attend beaucoup car on aura quand même un éclairage scientifique extérieur qui nous permettra d'avancer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'huile de palme. Alors l'huile de palme, on en utilise dans les produits, mais on n'en utilise que de forêts bien gérées. Ça fait très longtemps qu'on a vu ça. Je rappelle quand même que l'huile de palme dans le produit cosmétique est une petite matière première par rapport à l'industrie alimentaire, mais ce n'est pas une raison. Je pense qu'on peut utiliser l'huile de palme à partir du moment où elle vient de bonne forêt. J'ajoute un petit peu cette notion de développement durable. Il ne faut jamais oublier que le développement durable, c'est un tiers écologie, on s'occupe de la nature, un tiers sociétal, on s'occupe des gens, et un tiers économique, on rémunère le travail de ces gens à un juste prix. Je me permets de contredire, il y a 3 autres chapitres, qui est l'éthique, la gouvernance et le territoire, donc il va falloir en rajouter 3. Ah ben on les rajoute après, mais c'est de la définition même du développement durable, c'est les 3. Bien sûr, on peut rajouter, hein, tout rend, l'éthique de toute façon couvre l'ensemble, heureusement. Mais pourquoi je dis ça, c'est que si demain on arrête de mettre de l'huile de palme, on met beaucoup de gens dans la misère qui ont fait leur travail proprement. Donc nous, notre souci, c'est de savoir qu'on va s'approvisionner dans des conditions qui sont éthiques. Je rajoutais ces 3 points parce que tu le dis pour l'huile de palme, mais bon, en plus ça tu fais partie, je sais, et tu es le cofondateur du NRSCS, Natural Resources Stewardship Circle, avec de très nombreux de tes amis et néanmoins concurrents, et qui se préoccupent notamment à Madagascar des petits producteurs, donc ceux qui sont les dépositaires d'un savoir-faire,
et en même temps en les défendant, on a une éthique qui est fondamentale, qui est la non-appropriation du vivant. Et Dieu sait que c'est un sujet majeur, et du coup je vais me retourner, on reparlera du principe de précaution, et on parlera du principe des normes, du nombre de normes considérables, avec les allergènes qu'on essaie de retirer les uns après les autres à Bruxelles, c'est-à-dire un empilage de mesures qui finissent par être très réductrices pour l'entreprise. Et quand on parle des normes de REACH, on peut aussi se poser la question de ce principe formidable, à force de mettre des normes, ben, on empêche les nouveaux entrants de rentrer. On peut se poser la question à quel point on n'est pas en train de construire des sociétés de monopole en réglementant, en légiférant. Mais alors, revenons à la science, cher Mathieu. Est-ce que, et revenons donc au principe de précaution, est-ce que cette volonté caractérisée maintenant des entreprises de se préoccuper, par souci probablement par le principe de responsabilité si cher à certains, est-ce que ce principe dans la science est un principe qui va gouverner les autres entreprises, pas celles forcément comme Clarins, mais tous les autres secteurs d'activité qui sont beaucoup plus, je dirais, prégnants en termes de grandes mutations? Je parle évidemment de la biologie, Alors je reviens à mon distinguo de départ entre la science fondamentale et la science appliquée. Bien sûr, ce sont deux extrêmes et les choses, il y a des niveaux de gris dans tout ça, évidemment. En termes de science fondamentale, le principe de précaution n'a aucun sens. Enfin, je ne vois pas quel sens il pourrait avoir. On a quand même le droit de réfléchir à ce qu'on veut et d'avoir les bonnes idées qu'on veut. Le problème, c'est la mise en application, éventuellement, de ces idées. Alors, le programme REACH, dont vous touchiez un mot, il est intéressant à ce titre, c'est la négation du principe de précaution. Ça veut dire qu'on a balancé dans la nature des quantités parfois industrielles de produits dont on ne savait fichtrement rien, et on se dit un petit peu plus tard, tiens, finalement, est-ce qu'il n'y a pas des choses dangereuses là-dedans? Donc c'est bien parce qu'on n'a pas été prudent, on va dire, qu'il est plus que temps de l'être. D'ailleurs, ce programme qui coûte une fortune avance à un rythme d'escargot et on n'est pas au bout de nos peines. Donc ce principe de précaution est une chose nouvelle, on s'en est assez peu soucié jusqu'à maintenant. Le journal que je représente s'appelle Science et Vie, fête ses 100 ans aujourd'hui, c'est une des raisons de notre visite, et en regardant un petit peu l'histoire, il y a 100 ans précisément, s'ouvrait le canal de Panama. Je vous dis ça parce que ça fait 25 000 morts, le canal de Panama. Pour creuser ce canal, alors il y a eu des épidémies, des effondrements de terrain, il y a eu des crues. Le propos n'est pas de regretter le bon vieux temps où on acceptait des morts d'ouvriers par milliers, en trouvant que c'était bien parce que moi, c'était fait. Il ne s'agit pas d'avoir la nostalgie de ce temps, bien évidemment. Maintenant, le principe de précaution tel qu'il se comprend, se lit, s'applique, s'interprète, pose un petit peu question. C'est-à-dire que s'il s'agit de dire qu'il faut être prudent, ma foi, c'est une bonne chose. S'il s'agit de dire qu'on n'accepte pas le moindre risque et qu'on pense qu'on va régler les problèmes qui se posent à nous en refusant tout net le mouvement, on est évidemment moins d'accord dans les milieux scientifiques où on fait remarquer que Pasteur n'aurait pas trouvé ce qu'il a trouvé, que l'aspirine, dont on commence à comprendre les mécanismes, médicament formidable qui a 110 ans, n'aurait jamais été mis sur le marché. Voilà. Donc, être prudent, bien évidemment, oui. Voilà, qu'il y ait une volonté de dire ne touchons à rien, tout est bien comme ça, la nature est bonne et laissons-nous guider par elle en ne faisant rien parce que ça serait dangereux de la contrarier. C'est une approche qui est assez contraire à l'idée de progrès, à l'idée de science. Et alors, prenons un autre exemple, parce qu'effectivement, le canal de Panama, c'est 25 000 morts. La pollution des sols, les intrants, l'ensemble des produits chimiques conduisent l'ensemble des agriculteurs. Alors, prenons la population française. La MSA considère qu'aux horizons de 2020, 85% des agriculteurs auront un cancer. Quelle est la responsabilité des entreprises qui leur ont vendu ces produits phytosanitaires? Quelle est la responsabilité des pouvoirs publics quand, pardonnez-moi, l'Europe casse les pieds à des modestes et malheureux petits producteurs de chèvres pour avoir une installation qui va éviter 2 empoisonnements dans la salmonellose? Quel est le rôle aussi bien, et qu'est-ce qu'on attend de l'État, des pouvoirs publics, en matière, je dirais, de constat, de recherche et d'implémentation des solutions,
et dans le cas de l'entreprise, alors évidemment citoyenne, au sens de préserver l'intérêt de la cité, au sens de la capacité à ne pas faire d'erreur, et donc d'être précurseur, que faut-il dire et que faut-il faire? Mathieu, la science Vous ne d'abord. battez pas. Non, on pourrait se battre. Hein, ça, c'est pas Non, mais l'idée. Mathieu, en plus ça, Alors, c'est formidable, parce que là dans encore une Sciences fois, et c'est le Vie, journal qui est formidable. le défi de la maîtrise et le défi de la décision sont deux chapitres assez importants pour être soulignés. Je peux commencer par une mauvaise nouvelle. On vient de boucler le dernier numéro. L'espérance de vie en bonne santé en France baisse. Alors espérance de vie, on voit. En bonne santé, c'est un petit peu plus subtil. Enfin, globalement, il y a des enquêtes qui demandent aux gens s'ils se sentent handicapés pour faire les choses qu'on fait normalement, ses courses, sa toilette, son ménage, etc. Et ce sont des enquêtes qui tournent depuis quelques décennies dans pas mal de pays développés. Il y a eu une petite alerte au début des années 2000. C'est reparti. L'année dernière, ça semblait fléchir un peu, et cette année, les résultats sont tombés il y a 3 jours. Ça baisse. Ça veut dire que l'espérance de vie continue d'augmenter. On est les champions du monde, là. Mais l'espérance de vie en bonne santé baisse. Ça veut dire que ce qu'on gagne en espérance de vie, les années qu'on gagne, on gagne des années en mauvaise santé. Et alors, à la rédaction de Sciences et Vie, ça a fait un peu l'effet d'une bombe, parce que sur le fond, je vais peut-être finir par répondre un peu à votre question quand même. Non, mais sur le fond, il y a une sorte de contrat quand même passé entre la science et un contrat social qui dit globalement, la science, oui, bon, peut-être, mais quand même, jusqu'à preuve du contraire, on est un peu plus riche et un peu mieux portant, et c'est toujours mieux que d'être pauvre et malade. Donc ça crée de la richesse, et peut-être que ça nous fait un monde qui n'est pas très respirable, mais jusqu'à preuve du contraire, l'espérance de vie monte, donc tout va bien. Là, on a un problème quand même. On a un problème de contrat social surtout. On a un vrai problème, oui. C'est-à-dire que répondre à la question que vous posez, je trouve que c'est un peu différent maintenant. C'est-à-dire alors, je ne sais pas pour quelle raison l'espérance de vie en bonne santé baisse. Je peux vous en citer 32 et je ne sais pas les organiser, et vous pouvez penser à ce que vous voulez. Mais l'espérance de vie en bonne santé baisse. Donc, les gens fument, les femmes aussi maintenant, mais le diabète, l'obésité, 15% de la population française, la responsabilité est écrasante. Mais alors, parlons juste de la santé, parce que c'est le sujet majeur. On a parlé de l'agriculture qui a un lien direct avec la santé. Moi, je suis fasciné qu'en France, la notion de prévention en matière de santé ne fait pas partie, ou n'a pas fait partie jusqu'à la création des ARS il y a 3 ans, oui. des enjeux de la, enfin, ou de la volonté de nos pouvoirs publics. Quand moi-même j'ai été voir Madame Bachelot, elle m'a dit mais non, on crée les ARS pour donner une autonomie justement de prévention dans les territoires. On était donc 3 ans auparavant, en 2013, 2010. Est-ce qu'on n'est pas dans un monde de l'absurde où on n'arrête pas de casser les pieds, il n'y a pas d'autre mot, je suis un entrepreneur, aux entreprises avec un certain nombre de principes de précaution qui sont formidables pour certains. Je lis prudence, prévention, précaution, donc il y a même une échelle. Et en même temps, on oublie les plus grands enjeux qui sont la qualité des sols, qui sont le sol vivant, science et vie, le sol vivant, et en même temps la qualité de la santé des hommes, en leur expliquant que le premier capital c'est leur corps, l'autre premier capital c'est la terre qui nourrit, qui soigne, et à partir de quand la science est au service de ces deux grandes causes, et à partir de quand effectivement l'entreprise elle-même en est l'un des architectes, l'une des architectes. Oui, là c'est un énorme sujet, puisque c'est vrai que tout ce qui alors je dirais que tout ce qui touche la nature nous touche, puisque notre groupe, nous sommes très impliqués. Les décisions que l'on a pu prendre, par exemple, c'est d'aller le plus possible vers des produits d'origine bio. On ne peut pas encore, vu la taille du groupe, et ça j'en suis très content, avoir la garantie d'avoir des produits d'origine bio en quantité suffisante pour l'ensemble de nos matières premières, mais au fur et à mesure que le bio grandit,
nous augmentons aussi nos sources d'approvisionnement en bio. C'est pour ça que dans nos produits, il y a énormément de produits d'origine bio que nous ne mentionnons pas parce que nous ne sommes pas 100%. L'autre chose, c'était la nourriture. La beauté est très très liée à l'ensemble, je dirais, de ce que l'on ingurgite et de ce que l'on respire. Je me souviens un jour, je suis allé dans un petit village au bout du lac du Bourget et il y avait plein de pommes. Il y avait plein de pommes partout et moi je vois ces belles pommes. Je me dis je vais en voler une, comme ça c'est toujours agréable de voler une pomme le long du chemin. Et la personne à qui j'étais me dit surtout ne touche pas à ça. Et je lui dis pourquoi? Elle me dit parce que l'ensemble des récoltants de ces pommes, quand ils mettent les pesticides, ils arrivent, on dirait un astronaute tout en blanc, et tous sont malades. Donc les gens m'ont dit, il faut manger la pomme avant que les pesticides passent, sinon tout le monde est malade. C'était un peu le sujet que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire qu'on veut produire en très grande quantité, on veut nourrir l'ensemble du monde. Il y a des données économiques, et c'est là où les États sont extrêmement fautifs. Il suffit de penser à la mer, c'est-à-dire qu'on est incapable, on sait tous ici, et il n'y a pas besoin d'être extrêmement intelligent pour savoir qu'on est en train de détruire l'ensemble des poissons par une pêche intensive extrêmement qui gâche énormément de matières premières, mais on n'arrête pas, on continue comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, soit il n'y ait plus de poissons, soit les poissons qu'on mange seront pas bons, parce que ce sera que des poissons de ferme. On ingurgite déjà des poissons qui ont 120 ans, les empereurs. On a des filets drainants, on a d'ailleurs 2 bateaux en France, sur les 100 bateaux qui sont fustigés par tout le monde, et qui détruisent très exactement les fonds marins, et qui font comme si on allait chercher un pommier et une pomme en coupant la pomme avec une scie, en se demandant l'année d'après pourquoi on n'a pas de pomme. Donc on est dans un monde de l'absurde. On est dans un monde de l'absurde, et là, je considère que les sociétés civiles, dont l'ensemble des gens ici font partie, sont extrêmement importantes, car c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai commencé en disant que le meilleur est à venir, c'est en nous réunissant, en s'écoutant et en faisant bouger les choses. Nous sommes dans le produit de beauté, on est très près des consommateurs. Ce sont nos consommateurs qui parfois sont très en avance sur toutes les lois qui n'ont pas été encore éditées. L'affichage, nous le faisons avant la loi. Nous avons déjà commencé sur certaines matières. Mais alors, Mathieu, le consommateur, en termes généraux, est par définition le levier d'aujourd'hui et de demain pour modifier les systèmes de production ou pour pousser les entreprises ou la recherche fondamentale. Et la question serait effectivement, est-ce que la recherche fondamentale qui nous conduit à des découvertes abstraites, seule la recherche appliquée fait qu'on utilise des produits, à partir de quand le consommateur va modifier durablement la recherche au profit d'une société meilleure ou d'un monde meilleur, si on poursuit l'idée que le meilleur est à venir. À partir de quand on pourra avoir une société libre dans son expression qui dira c'est terminé, on fait la grève de tous les produits dont les intrants sont insupportables. Probablement le prochain scandale alimentaire sera la dose insupportable de ce que l'on a dans les fruits et légumes vendus chez, j'ose pas dire chez qui, mais en tout cas chez partout. Et privilégier les circuits courts. À partir de quand le circuit était très court. Il a volé la pomme. Il a volé la pomme. C'est un circuit court. Oui, mais c'est Guillaume Non, Tell. je ne l'ai pas volée, parce qu'elle n'était pas bonne. Et c'est là, si en plus c'est gratuit et que je ne la prends pas, c'est là où le consommateur aura son action. C'est-à-dire qu'on m'a prévenu, donc je ne l'ai pas prise. Elle était gratuite. Mais Christian, qui a 2 enfants tout jeunes et qui, dans 50 ans, 60 ans, on pourra imaginer que, comme les un peu moins jeunes, prendront des décisions qui seront peut-être du même ordre que les décisions que tu as prises avec ton frère dans les dernières années. À partir de quand, encore une fois, le monde politique, dans son inconsistance et dans son inconscience régulière, prendra les bonnes décisions pour que le court-termiste soit à la hauteur des enjeux qui sont décrits très régulièrement par tous les rapports scientifiques. Alors,
Bon, plusieurs choses. Le pouvoir du consommateur, je ne suis pas un sociologue pour décrypter ce mouvement. Il serait totalement sot de dire qu'il est nul. Je pense qu'il serait totalement sot de dire que le consommateur fait la loi. Le consommateur a un pouvoir. Il revient à chacun d'estimer quelle est l'intensité de cette force. Elle est réelle, manifestement, et elle a vocation à se développer. Bien. Dès lors, la question devient quelle est l'information dont dispose le consommateur pour faire pression, faire lobby, boycotter, où est-ce que je sais. J'en reviens à l'excellent journal Sciences et Vie. Je veux dire que, évidemment, c'est très important de vulgariser les connaissances et de les vulgariser convenablement, parce que quelqu'un qui n'est mal informé aura du mal à avoir une action responsable. Si les informations dont il dispose pour fonder son action sont fausses, on n'a pas avancé d'un grand pas. Donc ça, c'est la première question, c'est de savoir quelle est la qualité de l'information scientifique qui est partagée. Il se trouve que c'est notre boulot, on le fait du mieux qu'on peut, et c'est difficile. Par exemple, si vous voulez qu'on parle des OGM et des choses comme ça, on en parlera, on n'a pas que des gentilles choses à dire, mais par exemple, je sais que les herbicides naturels sont 999 fois plus nombreux que les herbicides de synthèse. Bon, est-ce que les gens savent que les herbicides, en général, sont naturels? Est-ce qu'on peut dire ça, ou est-ce que tout de suite, ça pose des questions? On se demande si finalement je ne serais pas rémunéré par Monsanto qui serait dans mon dos, est-ce que voilà. Donc, et ces herbicides naturels sont très peu suivis, puisque la nature est bonne. On ne va pas s'embêter à les suivre. Non, la nature, elle n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise. La nature, elle est. Et la science a pour objet, encore une fois, d'essayer d'en comprendre les raisons d'existence et les mécanismes. Donc, c'est important, je crois, de faire l'effort de comprendre, de faire cet effort que les scientifiques font. C'est important de considérer que quelqu'un qui sait a peut-être une parole qui peut peser un petit peu plus lourd que quelqu'un qui croit. Et de s'entendre, de renouer un peu les fils de la confiance et de se dire finalement il y a des gens qui ont travaillé, ils ne sont pas forcément tous pourris. Troisième élément de réponse à votre question, dans le désordre qui caractérise peut-être cette intervention intempestive, mais on sait une chose, on sait très bien une chose, on sait que les résultats d'une étude scientifique, plus encore leur interprétation, mais les résultats, sont fonction de l'identité des commanditaires de cette étude. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir très présent à l'esprit au fur et à la mesure. Je ne dis pas que le public est le bien et que l'entreprise est le mal, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que les budgets publics de recherche tendent à s'effacer au profit des budgets privés de recherche. Donc il faut évidemment se poser la question de l'indépendance de ceux qui y travaillent, parce qu'on sait que selon la constitution des équipes et selon les intérêts qu'ils sont censés défendre, les résultats peuvent varier un petit peu. Donc il est important de créer des conditions dans lesquelles ces recherches sont faites dans les règles de l'art. Il est important d'avoir une communication sereine, juste et équilibrée sur ces travaux. Il est important que le public en ait connaissance. Et après, il est important que collectivement, mais là je vais me faire rassurer, il est important que collectivement on prenne les décisions avec la dose de risque qui nous paraît socialement acceptable pour atteindre un objectif qui nous paraît collectivement souhaitable. Voilà. Alors, je voudrais juste ajouter que c'est vrai que pour votre magazine Sciences et Vie, par ces articles, ça permet pour nous, un peu novices, de garder les pieds dans ce monde de science qui est toujours en progression. Ça nous permet aussi de comprendre les progrès qui sont faits par la science et les erreurs. Mais il faut voir aussi que, par exemple, récemment, la crise alimentaire et sanitaire, ce sont des événements qui alimentent énormément la méfiance du public par rapport au pouvoir public. Donc on a besoin, c'est un besoin de lire. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais un fervent lecteur, parce que j'essaye de me faire une idée, et je considère que votre magazine est extrêmement positif sur ce point. Le débat, ce n'est pas tellement un débat contre la science, mais c'est quelle science et vers quel progrès, qu'il soit bon ou mauvais, il faut aller. Il y a du reste un article qui tourne autour de ce sujet dans le dernier numéro. Après les expertises, c'est vrai, alors je peux vous raconter un petit peu, puisqu'on en subit, vous avez dû entendre parler des allergènes dans les parfums. Il y a un Anglais qui n'aime pas les parfums. Le président de la commission. Oui, il s'appelle Ian White. Il n'est pas tout blanc pour moi. Mais il n'aime pas les parfums. Donc il y a déjà 25 allergènes. Alors c'était des allergènes qui tous étaient contenus dans des parfums comme l'or bleu, comme Mitsuko. Et ils ont été considérés comme dangereux. Il est en train d'en rajouter une quarantaine. Je crois qu'on arrivera au total de 80.
Il y aura notamment l'extrait de rose dedans, il y aura on parle de l'allergène de la, qu'on appelle ça, de la lavande, enfin il y a beaucoup de matières premières. Donc c'est vrai que aussi quand vous avez quelqu'un qui n'aime pas quelque chose, il y met le paquet et on se retrouve devant une législation où pratiquement tous les parfums existants aujourd'hui seraient des allergènes. Nous-mêmes, dans notre groupe, nous avons des parfums, donc naturellement, je les nomme, j'en profite, Azzaro et Thierry Mugler et Azzaro. Et dans ces parfums, on a calculé que si la liste montait, on devrait totalement reformuler. Et donc passer par des produits synthétiques. Passer par des produits synthétiques, retirer la beauté, c'est-à-dire que tout ce que l'on achète, la rose qu'on achète au Maroc ou dans le sud de la France, tout ça, ce seront des métiers qui seront amenés en partie à disparaître. Et quand on regarde nous-mêmes, puisque si vous voulez, on a un suivi client, chez Thierry Mugler, il y a une carte d'utilisatrice, la même qu'il y avait chez Clarins, qui nous permet de savoir, on a un problème d'allergie tous les 3 ans. C'est-à-dire ou alors ce sont des gens qui n'aiment pas les parfums, mais il y a très rarement des problèmes d'allergie signifiés dans des quantités suffisantes pour qu'on puisse faire ça. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui n'aime pas quelque chose va guider, qu'il soit dans le public ou qu'il soit dans le privé. C'est extrêmement important ce que vous avez dit. Et à un moment donné, il faut quand même rester dans le domaine du raisonnable. C'est-à-dire que sinon, tout va être interdit et il n'y aura plus de créativité. On va tous sentir la même chose, ce qui sera bien dommage. Alors, question. Est-ce qu'on doit interdire un certain nombre de recherches ou un certain type de recherche? Et de la même façon, Mathieu, est-ce qu'on peut considérer que le financement privé de la recherche représente un risque? On ne doit pas interdire la recherche. Je crois que Mathieu a été un certain type, ça veut dire que... Non, la recherche fondamentale, elle doit rester ouverte, sinon on n'avancera pas. Oui, mais le fait que M. White, qui n'est pas si white comme tu dis, en tout cas pour toi et les concurrents, parce que j'ai entendu que Chanel, il y a à peu près le même discours. Le même discours, mais son parfum phare. Chanel numéro 5. Numéro 5, merci. Premier parfum au monde, vendu depuis 85 ans. Au début, quand la première loi est passée, je crois que toutes les matières premières de ce parfum étaient dans la liste des allergènes. Voilà. Donc, il y a un moment ou un autre, il est arrivé à cette conclusion par un excès de recherche, ou en tout cas par une volonté d'en savoir trop et de vouloir tout réglementer. Tout est allergène. C'est le principe des excès de normes. Moi, je peux pas manger comment on appelle ça, des fraises sans avoir une réaction. C'est pas pour ça que la fraise est mauvaise. Mais si je me plains, est-ce que je vais pouvoir supprimer la fraise? Non. Donc tout peut être allergène. Donc à un moment donné, il y a des limites. Il faut accepter. Vous savez il y a des gens qui sont allergènes à l'eau, H2O. La limite aussi, j'imagine, c'est toute la recherche dans le bioéthique et puis effectivement le biomédical, mais avec des risques d'eugénisme. Ah oui, c'est un autre sujet, ça. Avant-hier, le Comité national d'éthique vient d'autoriser, j'ai lu ça rapidement, j'en sais pas plus qu'un simple lecteur, vient d'autoriser le dépistage de la trisomie 21 par décryptage d'ADN à partir d'une goutte de sang. Bon, c'est ce que j'ai compris de l'avis, c'est consultatif, mais le comité a dit c'est intéressant qu'on en discute, mais a priori on voit pas le problème. Alors pourquoi on sait faire ça? On sait faire ça parce qu'on a décrypté l'ADN à peu près, on a découvert la structure en double hélice il y a 60 ans, on a commencé à savoir décrypter tout ça il y a 10 ans, et maintenant on ne le fait pas sur un coin de table, mais presque, et ça vaut un peu plus de $1000. Cette chose qui a englouti des millions, des centaines de millions à la fin du siècle dernier. Alors on sait faire ça, est-ce qu'on n'aurait dû pas le faire? Moi je pense pas personnellement. Est-ce qu'il faut autoriser ça? Moi, je pense que oui. Je crois que les amyosynthèses, c'est 3000 décès, je ne sais pas comment on dit pour les 3000 fausses couches, on va dire, morts. Enfin, c'est une prévalence d'un peu moins d'1% quand on fait une amyosynthèse, qui est un truc dangereux, intrusif. Donc là, si on est en face d'une future maman qui présente un risque ou un autre, on lui prélève une goutte de sang, on décrypte tout ça, et la trisomie 21 se lie comme un nez au milieu de la figure, et le projet parental devient ce qu'il doit devenir en fonction. Bon, voilà. Donc tout ça est très bien.
La question suivante est posée. On peut dépister toute autre chose. Qui va répondre à la question suivante? J'espère que les scientifiques, ils n'y répondraient pas, parce que je ne vois pas en quoi ils seraient plus qualifiés que nous pour répondre à cette question. Est-ce qu'on veut dépister d'autres choses? On va pouvoir à peu près tout dépister. Vous parlez de la question de l'eugénisme, je vous réponds comme ça. Oui, la question, elle s'est déjà posée dans le siècle, elle est en train de se reposer là, avec l'avis du Conseil national d'éthique, qui est un avis que je trouve parfaitement éclairé, mais qui éclaire aussi la question d'une lumière nouvelle. Oui. Et je vous lis, la proposition de loi autorisant la recherche sur l'embryon et les cellules souches vient d'être votée à l'Assemblée nationale et donc fait passer l'interdiction à l'autorisation encadrée de cette recherche. Donc ça veut dire qu'on ne résiste pas dans notre monde à s'aventurer sur des terres. On est le dernier pays développé à avoir à peu près interdit toutes les recherches. Enfin, on interdit les cellules souches, les OGM, encore une fois, après les avoir laissé envahir un certain nombre de nos champs. Oui, les gaz de schiste ont été interdits aussi, c'est peut-être bien, mais même avant que personne comprenne ce dont il s'agit. Enfin, on est quand même les champions de l'interdiction. Alors, bon, je trouve que la science doit un petit peu travailler avant d'interdire, mais on interdit vite quand même. Alors, nous allons passer à la deuxième partie et nous allons faire appel à nos étudiants, étudiantes. J'en vois une qui avait envie de parler. Et puis il y a une étudiante un peu plus confirmée qui a aussi envie de poser 2 questions. Et je sais qu'il y a un scientifique dans la salle qui va nous éclairer sur un certain nombre de sujets. Alors, commençons par les élèves de bio, tech, école, sup. Présentez-vous. Le micro, il marche pas. Allez-y. Oui, non. La science, la technologie va peut-être vous éclairer. Oui, c'est la faute à la science encore. Oui, parlez fort. Nous, on vous entend, mais après... Une voix de On stentor. répétera la question. d'études qui sont faites. Il est rare qu'une seule étude ait un impact considérable. Si une étude a un impact considérable, elle est immédiatement commentée par d'autres scientifiques. Voilà. Donc, comment on fait pour s'assurer que nous, journalistes, que les résultats d'une étude sont des résultats convenables? Alors, je vais répondre au moins à une partie de cette question. C'est quelque chose que j'avais envie de dire. Il y a des études dont on sait, avant de connaître les résultats, qu'ils n'en délivreront aucun. Parce que le protocole de l'étude fait que, de toute façon, quoi que ce protocole trouve, quelle que soit la révélation prétendue de cette étude, elle sera nulle et non avenue parce que la méthodologie est mauvaise. Alors, ce n'est pas le fait des entreprises privées plus que des entreprises publiques, c'est qu'il y a des études qui sont faites pour ne rien démontrer du tout. Alors celles-là, on les repère assez vite, si vous voulez, parce qu'il n'y a même pas besoin de lire les résultats. Et il se trouve que, compte tenu de l'ardente obligation qu'ont les entrepreneurs, j'imagine, de prouver l'innocuité de leurs produits, voire les bénéfices qu'ils apportent, il y a une sorte de sale guéguerre qui est faite sur le dos de la science. La science, c'est un truc fragile, hein. C'est pas solide, hein. C'est une démarche intellectuelle, c'est pas extrêmement costaud. Donc il y a une guéguerre qui est faite entre les études des uns et les études des autres, qui sont là juste pour créer de la confusion et du doute. Voilà. J'ai certaines études en tête, je ne veux pas polémiquer là-dessus. Donc il est important aussi que la science, si l'entreprise doit se piquer de plus en plus de science, il est important qu'elle le fasse elle aussi dans les règles de l'art, en se donnant les moyens, en termes d'échantillons, etc., de pouvoir apporter des conclusions solides, plutôt que de créer du bruit et de l'agitation. De sinistre mémoire, l'industrie du tabac a montré la voie tout au long du XXe siècle. On a vu qu'on pouvait salarier, financer, honorer un nombre extrêmement grand de scientifiques, afin non pas de faire jaillir la vérité, mais de créer la confusion nécessaire à l'industrie du tabac. Donc il y a ces premières études-là, dont on sait très bien qu'elles n'ont pas vocation à faire avancer la connaissance, mais qu'elles ont vocation à créer du doute et de l'ignorance.
Nous préférons les ignorer. Après, les percées extrêmement puissantes, tout à fait majeures et totalement décoiffantes sont assez rares. Il se trouve qu'on apprend dans les domaines où il y a des percées, où on s'attend des mouvements, on apprend collectivement à la rédaction à reconnaître ces territoires, à les suivre de plus près. On apprend à connaître certaines des équipes qui mènent les recherches. Et puis, la documentation est très abondante. On croise une étude, 2 études, 3 études, contestées par une 4e, AA, etc., etc. Et ce n'est qu'après ce processus un peu long et fastidieux qu'on dit il semblerait ou il établit que en notre âme et conscience journalistique. Excusez-moi d'avoir été long. Non. C'est peut-être une deuxième question, même certainement une deuxième question des élèves de... Oui. Ah. Une jeune... Bon, pour la parité, commencez, mademoiselle. On ne dit plus mademoiselle. C'est bon. Madame. Bonjour. Alors, je me présente, je m'appelle Pauline Baumel, je viens aussi de l'école Sup Biotech. Alors moi, ma question, c'était plus par rapport aux consommateurs, parce que vous en parliez tout à l'heure. Et est-ce que vous pensez que des consommateurs seraient prêts à payer plus cher pour un produit qui serait créé de façon responsable? Oui, définitivement. Je pense que oui. Alors après, qu'est-ce que veut dire plus cher? Après, il faut pouvoir le justifier. Mais si on apporte, vous savez, dans mon domaine, c'est la peau, on n'a qu'une peau, et tout le monde y fait très attention. Si vous regardez aussi ce que l'être humain est capable de faire au niveau chirurgie esthétique, injection de Botox et tout, donc ça coûte extrêmement cher. Un produit de beauté s'en éloigne. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir une honnêteté, et aussi, je dirais, être éthique, car on peut abuser dans le prix. Il y a parfois des gens, des marques qui vont dans le extrêmement cher pour faire croire que plus c'est cher, plus c'est qualitatif. Et là, ça crée un tout petit peu la confusion. Pour répondre pour mon groupe, je pense que si un jour on a un produit et que l'on expliquera pourquoi celui-ci sera particulièrement cher, avec la réputation que l'on a et le pouvoir de l'expliquer, il n'y aura pas de problème à ce sujet. On a l'exemple en ce moment avec un produit assez merveilleux, mais je ne vais pas faire de la pub. Si, tu peux, parce que j'aimerais que tu nous parles tout à l'heure, mais juste après, de biomimétisme et de... Ah bah ça tombe bien, il correspond à ça. Donc j'attendrai la fin pour vous dire mon petit secret de beauté. Formidable. Donc oui. Alors, je vais poser une question à une pharmacienne. Bonjour, alors je suis Christelle Sissot, je suis pharmacienne et en repositionnement professionnel justement dans le développement durable et la RSE. Et comme vous nous disiez, le meilleur est à venir, mais est-ce qu'il est à venir avec la science? Parce que je vous ai entendu parler d'eugénisme. Moi, ma question pose un peu sur ces scandales des dernières années, type le Mediator, les armes un petit peu bactériennes que l'on utilise de part et d'autre, ou le scandale du sang contaminé. Est-ce que la recherche et la science, et par là même les entreprises qui financent cette recherche, ne perdent-elles pas parfois leur âme ou leur éthique? Pardon. Pas appuyer trop. Voilà. Très délicat. De nouveau, si vous voulez, c'est pas le procès de la science, c'est la façon dont on la voit. Et pour moi, si la science est avec une conscience, elle nous amène dans une société éthique. Et ici, je représente un groupe qui a toujours une vue sur le long terme. Donc on s'interdira, on s'est déjà interdit certaines directions dans nos recherches, tout simplement parce que c'était absolument pas éthique, aussi bien par rapport aux gens qui cultivaient qu'aux effets secondaires que pouvaient avoir certaines plantes. Donc on se les a interdits. Après, pour tout ce qui est Mediator et tout, je dirais que là, c'est les pouvoirs publics qui ont une responsabilité, et je ne suis pas suffisamment bien placé personnellement pour répondre à cette question. Comme pour le sang contaminé, c'est un sujet qui me dépasse totalement. Heureusement, je suis dans un domaine qui n'est pas... on travaille avec énormément de pharmaciens. On a plein de pharmaciens chez nous, mais nous ne vendons pas des produits de pharmacie. Donc je vais laisser Mathieu, certainement, qui doit avoir une idée là-dessus. Spécialiste de tout, moi, donc c'est facile. Généralement, il y a une chute. Non, il n'y en a pas. Vous avez cité le sang contaminé, c'est ça? Oui. Ok.
Le sang contaminé, c'est contaminé alors par le virus du sida, il a été identifié, séquencé, il y a des marqueurs sanguins, c'est 86. Chapeau bas la science, parce que l'état d'hébétude dans lequel étaient les chercheurs en 81-2, face au premier cas, il n'y avait pas beaucoup de pistes. Donc avoir un scandale du sang contaminé 5 ans après, c'est que les scientifiques, ils ont quand même sacrément bien fait leur boulot, parce que, blague à part, le sang contaminé, c'est un homme, je crois, non? C'est un homme qui a été condamné, donc on peut le dire, c'est un homme qui, en fonction du niveau d'information qu'il avait sur la dangerosité de ses stocks, a préféré les écouler. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le Mediator, vous avez dit ce Mediator, ça fait pas mal. Nous, on l'a écrit en 2004 qu'il était dangereux ce médicament. Je fais ma pub aussi, mais il n'y avait pas besoin d'être visionnaire pour voir que ce médicament, comme d'autres, n'avait pas grand-chose à faire sur le marché. Vous connaissez ça mieux que moi, vous êtes pharmacien. Donc, comment ce pays, qui a une industrie du médicament, organise les choses pour que, à la fois, la sécurité du public soit assurée et que ce secteur industriel reste dynamique et profitable. Bon, on a mis sur le marché des médicaments qui ne présentaient aucun intérêt par rapport à des médicaments existants. Voilà. Et on peut imaginer que les lobbies, en tout cas de ces grands... Donc là, on est face à un système. Voilà. Apparemment, les choses bougent. Mais un homme dans un cas, un système dans un autre. Vous avez cité un autre scandale. On ne va pas les faire tous, mais non. C'est vrai qu'il y en a, en tout cas. On va dire l'industrie microbiologique avec les armes bactériennes, en fait. Bah ouais, mais là, on est en guerre, là. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer une bombe nucléaire. Tout le monde n'en a pas le droit non plus. Donc, la guerre, c'est la guerre. Ça, je ne sais pas ce que c'est que la guerre. Mais le meilleur est à venir pour reprendre le propos du départ, c'est-à-dire que je n'imagine pas, mais qu'on dise à nos enfants, on vous laisse les clés, sur les sols, ils sont pourris, on n'a pas fait grand-chose. En biotech végétale, c'était compliqué, il y a des gens qui ne voulaient pas, donc on a baissé les bras. En énergie, on a tout bouffé. Les poissons, de toute façon, c'était plein d'arêtes, donc c'est pas grave. Non, c'est pas la même raison. Et il était crédible jusqu'à ce moment-là. Les poubelles nucléaires, elles sont sous la moquette. C'est vous qui voyez, ciao. Je pense pas que ça va se passer comme ça, mais c'est peut-être une croyance, là, pour le coup. Et j'imagine que la science et les techniques menées par des gens de bonne volonté, c'est genre pareil, aura plus que son mot à dire. Voilà pourquoi. J'ai une phrase pour vous, de Rousseau, que j'aime particulièrement, quand on parle de contrat social, d'Émile et d'éducation, qui est « Les vices n'appartiennent pas tant à l'homme qu'à l'homme mal gouverné ». Donc on peut se poser la question de quelquefois de qui prend les décisions ou qui n'y prend pas. Question de monsieur. Ça marche? Ah, oui, ça marche. Je me présente, je suis le docteur Piton, j'ai été chef de service hospitalier pendant 42 ans et j'ai été recruté par les États-Unis en 1997 comme étranger. Bon, enfin, avec Vous êtes encore un ami, tout va bien, tout va bien. Voilà. Et je suis encore un ami. Et moi, je suis passionné d'être ici parce qu'on est dans un groupe qui se concentre sur l'université de la Terre, c'est-à-dire on devient conscient qu'il y a quelque chose à faire sur la Terre. Et donc, je vais poser deux questions. La première, on va admettre que dans le groupe ici, il va y avoir des gens qui vont réfléchir et qui vont trouver des solutions pour la Terre. Et comment vont-ils imposer ces découvertes, ces suggestions à notre humanité? Comment vont-ils faire passer le message, je dirais? La deuxième information, mais là c'était, et je remercie M. Courtin-Clarins pour avoir rappelé que science sans conscience, ça ne sert pas à grand-chose, et que donc on a un gros problème au niveau de notre humanité, et peut-être faut-il le mettre en exergue, c'est que on est déjà 7 milliards d'habitants sur Terre. En 1980, on était 5 milliards. Si on considère la Terre comme une petite voiture 5 places, à 5 milliards, on était bien. À 7 milliards, on voit tous, merci la pollution, merci tout ce que vous avez cité, on commence à devenir un petit peu en surnombre. Mais si, à la vitesse où ça progresse, et ça progresse, on va imaginer que dans les années, dans une vingtaine d'années, on sera 10 dans la voiture 5 places, la Terre, je parle.
hein. Et donc il y a un vrai problème ici qui inclut la pollution, qui inclut tout ce que vous avez cité qui était essentiel, mais on va donner quoi à qui? Et dans tous les produits qu'on fabrique, et qu'on fabrique de plus en plus. Je voudrais remercier aussi Science et Vie. Moi, j'ai lu l'article que vous venez de publier sur l'épissage de l'ARN messager. C'était fantastique, quoi. C'était clair, c'était... Mais voilà, maintenant, on est 7 milliards sur Terre. On est en train de progresser très vite sur 10 milliards. Et c'est comme si on avait sur Terre un repas à partager, mais il y a à manger pour 5 personnes. Et puis voilà, on va bientôt être 10 personnes pour le même repas. Donc il est évident qu'il va y avoir des choses qui ne vont pas marcher. Comment contrôler cette surpopulation? Je parle bien sûr scientifiquement. On a bien sûr tout ce qu'on connaît chez la femme, avec les anticonceptionnels, etc. Il y a peut-être un truc qui n'est peut-être pas encore tout à fait utilisé, c'est la section du canal déférent. Ça se fait en 5 minutes, c'est réversible et ça marche très bien. Mais scientifiquement, quels sont les autres moyens pour empêcher notre planète de rentrer dans une phase de surpopulation qui est effrayante en fait, hein? Alors bon, je tiens à préciser, cher professeur, que tout le monde n'est pas forcément tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Enfin, je pense que on va peut-être être 10 milliards. Je ne suis pas persuadé qu'il n'y ait pas assez pour nourrir toutes les bouches si on change simplement le système de production agricole avec de la production de proximité. Je pense de la même façon qu'on s'est aventuré dans différents pays, notamment en Inde, avec le fils de Mme Gandhi, pour essayer d'arrêter le développement de la démographie. Ça a été une catastrophe. Et généralement, ça conduit... donc, la question est certainement bien posée, mais pour l'Assemblée qui est ici, il ne faudrait pas qu'on imagine qu'il faille, à un moment ou à un autre, gouverner la version de la pyramide démographique par des méthodes un peu dures, non? Qu'est-ce qu'on pense? Oui, vous avez une position malthusienne forte. Elle existe, hein. Ouais. Quand on a réfléchi un peu au numéro, on a interrogé un peu les démographes. Vous êtes dans la fourchette très haute par rapport à ce que disent les démographes, et il semblerait plutôt que les gens disent qu'autour de la bombe démographique ne devrait pas exploser, peut-être pas au point auquel vous le dites. Je n'ai pas la vérité sur cette affaire. Les scénarios sont plutôt à 9 milliards en 2100, donc pas 10 milliards en 2060. Bon, ça change un peu la donne, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va être plus nombreux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des sols en quantité suffisante. Et dans les pays du Sud, pas dans les pays du Nord. Bien sûr, parce qu'il y a aussi une corrélation entre la natalité et le niveau de développement. Il y a aussi ce pari ou ce calcul qui est qu'au fur et à mesure, si le meilleur vient et que le niveau de développement continue à accroître, la natalité qu'on observe la plus forte dans les pays les plus défavorisés va elle aussi baisser, de sorte que la bombe n'exploserait finalement pas. Il n'en reste pas moins que nourrir 9 milliards, ne serait-ce que 9 milliards d'habitants dans une Twingo, si vous avez le sentiment, ça reste un problème. Il semblerait qu'il y ait des terres en assez grand nombre. Il semblerait qu'il y ait des manières, et tout le monde n'est pas d'accord sur la manière de travailler ces terres, qui permettraient de nourrir tout le monde. Il semble aussi qu'il y ait des régimes alimentaires de réduire les gâchis, qui sont plus adaptés que d'autres aussi à cette capacité. C'est sûr qu'une protéine de viande, c'est pas la même empreinte écologique qu'une protéine végétale. Donc il y a des questions comme ça qui se posent. Il est sûr aussi qu'il serait dommage d'exploiter tous les sols parce qu'en termes de richesse de sol et de biodiversité, ça serait catastrophique. Donc c'est un énorme sujet de débat, mais il n'est pas abordé avec catastrophisme. C'est pas le sentiment que j'ai. Je voudrais juste rajouter quelque chose que tu viens de mentionner, c'est-à-dire c'est le gâchis. Je pense qu'il faudrait qu'on rentre quand même dans un système de frugalité, c'est-à-dire qu'on apprenne un peu à moins gâcher, peut-être à moins manger nous-mêmes, et que si on était un peu plus raisonnable, je crois qu'il y a suffisamment pour répartir. Pour la surpopulation, je vous enjoins à favoriser l'éducation dans les pays dits en voie de développement, parce qu'on s'est aperçu que quand on apportait l'éducation aux jeunes garçons et aux jeunes filles, la natalité galopante avait tendance à diminuer, puisque ces femmes et ces hommes prennent conscience qu'avant de faire des enfants, il faut pouvoir les nourrir. Et un des meilleurs moyens, donc, quand vous pouvez aider et participer à la création d'écoles, eh bien, écoutez, vous faites un grand pas dans ce côté-là, et en plus, ça amène du bonheur à ces enfants.
C'est ce que nous faisons nous-mêmes dans notre groupe, car souvent, quand nous achetons des matières premières, on n'en achète pas suffisamment pour créer une économie et pour compenser, je dirais, parce que l'argent ne fait pas tout, on crée des écoles, on en a créé au Vietnam, on en a créé à Madagascar, sur des sites où nous cultivons ou nous cueillons nos ingrédients. Alors, avant qu'on laisse une dernière question aux élèves, moi je voudrais poser une question au président Jean Audouze, qui est le président de l'UNESCO, le président de la Commission nationale, et dont l'un des sujets majeurs qui nous regardent tous, que ce soit en France, après l'éducation nationale, mais dans le monde, c'est l'éducation aux sciences. On avait une introduction, un générique, qui montrait que observer, s'émerveiller, on pourrait dire observer, comprendre, apprendre, rêver, s'émerveiller, préserver et transmettre, mais on ne peut le faire que si l'on comprend les mécanismes de la science, si l'on comprend les mécanismes qui nous régissent, qui régissent la nature, celle qui est tant malmenée, quels que soient les responsables. Qu'est-ce que le président nous laisse apercevoir pour le futur? Alors, vous avez attaqué plusieurs problèmes importants. D'abord, je suis d'accord avec l'introduction de M. Villiers, à savoir que, effectivement, les scientifiques ont aujourd'hui une boîte à outils tout à fait exceptionnelle pour résoudre beaucoup de problèmes. Et vous l'avez dit tous les trois. Alors, se posent, à mon avis, deux questions, effectivement. La première, celle que vous me posez, puis si vous me permettez, je commenterai sur un deuxième sujet et j'aimerais avoir votre sentiment sur le deuxième. Effectivement, l'enseignement Il y a d'autres tables rondes ailleurs qui parlent de l'éducation. Je crois qu'effectivement, l'éducation, selon moi, c'est l'élément essentiel, à savoir que, d'abord, il faut qu'il y ait des chercheurs, et pour qu'il y ait des chercheurs, il faut que les études scientifiques soient attractives. Aujourd'hui, pardonnez-moi, mais dans les universités, il y a des chutes d'effectifs. Et puis, par exemple, lorsque un jeune est diplômé aujourd'hui des grandes écoles scientifiques, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de la finance au lieu de devenir chercheur ou ingénieur. Non, mais il y a un vrai sujet. Un problème de goût des sciences, une déshérence des sciences. Donc, c'est éduquer aux sciences, avoir de bons enseignants, et deux, effectivement, encourager les jeunes à embrasser des carrières techniques ou scientifiques. Ça, c'est le... Bon, alors on peut élaborer là-dessus, si vous voulez, mais enfin, je veux dire, c'est pas l'objet. C'est au moins de dire que c'est une préoccupation essentielle. L'avenir de l'enseignement scientifique, et ça passe par d'excellents enseignants, ça passe par des filières attractives, etc. Alors moi, je voulais venir sur un point. On a effectivement un monde scientifique, et puis on a la société qui a des besoins. Ça va être l'entreprise, ça va être le citoyen qui souhaite qu'on lui résolve ses problèmes en matière de santé, etc. Or, moi, ce que je constate, c'est que les canaux par lesquels le scientifique interagit avec la société ne sont pas optimum. Et ce n'est pas, la faute des uns ou des autres. Par exemple, effectivement, on vient de dire qu'il y a des experts, mais que les études, on s'arrange à ce qu'elles ne soient pas performantes, alors qu'elles pourraient l'être. Les chercheurs sont, par exemple, effectivement, il y a des grandes entreprises qui, comme Clarins, sont proches de la recherche. Enfin, je veux dire, malheureusement, ce n'est pas forcément la majorité des entreprises. D'autre part, lorsque des chercheurs découvrent des nouveaux procédés, ils ont un mal fou à monter, à valoriser leur travail, etc. Donc, on a peut-être intérêt à réfléchir, selon moi, à la façon dont, effectivement, le dialogue, si vous voulez, productif, constructif, en respectant
les règlements, expédiant la vérité. Là. Le point essentiel enfin, pour moi, la science, c'est quand même un regard objectif sur la nature. Ça veut dire que la vérité, l'objectivité, c'est disons, le credo absolu. Bah, c'est le contrat social. Hein. C'est le vrai contrat et donc social. voilà, effectivement, inventer un contrat social entre cette profession. Moi, j'ai inclus les ingénieurs, la profession en général, chercheurs fondamentaux, chercheurs appliqués, etc. Et le reste de la société, entreprises et le reste des citoyens. Voilà, moi, alors j'ai pas la solution, mais je crois qu'il faut, à mon avis, qu'on réfléchisse collectivement. Mais c'est un élément important de de l'UNESCO, enfin de la politique de l'UNESCO en matière d'éducation aux sciences. Tout à fait. Une question de cette... Voilà, vous, chère madame, en rouge, le petit chaperon rouge. Bonjour, donc moi je m'appelle Mélissa Duhalde et je viens de l'école de commerce l'INSEC à Paris. Moi c'est une question double un peu. Tout d'abord, est-ce que finalement être une entreprise responsable, ça ne doit pas aller de pair avec un état d'esprit? Est-ce que ça ne doit pas correspondre à un état d'esprit? Et du coup, est-ce que ça ne devrait pas passer par une prise de conscience collective finalement face à une telle nécessité au niveau des entreprises et avec les employés? Et du coup, est-ce que les scientifiques ne devraient-ils pas aussi participer à cette prise de conscience, notamment par l'organisation de séminaires dans les entreprises pour montrer les bienfaits d'un tel comportement et que certaines associations ont déjà commencé à faire, mais que du coup, les scientifiques auraient une plus grande légitimité du fait de leur métier? Alors, je vais laisser Christian Courtin-Clarins répondre, mais je vais vous donner une indication. Il y a quelques années, quand je me suis intéressé avec toute mon équipe à ces sujets, il y avait un rapport de Novetti qui disait que dans le CAC 40, il y avait 2 entreprises, je crois, pas plus, qui se préoccupaient donc c'était il y a 5 ans, qui se préoccupaient de la sensibilisation de leurs collaborateurs aux enjeux de développement durable, sachant que les premiers concernés dans les entreprises sont les salariés qui, pour certains, sont confrontés aux mauvaises nouvelles du marché ou aux scandales qui sont issus de l'activité de leur propre entreprise. Et effectivement, dans le monde, et ça sera probablement une question que je reposerai à Christian Courtin-Clarins après, en termes de conclusion, c'est pourquoi une entreprise comme Clarins a depuis un certain temps, et je le sais, s'est engagé sur la voie, au-delà du contrat sociétal qu'ils ont toujours eu avec leurs collaborateurs, mais aussi avec la société, comment une entreprise aujourd'hui change le braquet pour devenir une véritable entreprise responsable, honnêtement responsable. Merci. Si vous voulez, d'abord le rôle d'un patron, c'est plus moi le patron, maintenant je suis chairman, le patron il est là dans la salle et c'est lui qui dirige l'ensemble. Mais au début, c'est parti d'un amour des plantes, donc on s'en est occupé. Quand on s'occupe des plantes, on s'occupe du futur, on s'occupe donc des enfants. Et tout ça a amené une stratégie. Et je dois dire que ce qui m'a le plus surpris, c'est les effets secondaires par rapport à l'ensemble du groupe. C'est-à-dire que l'ensemble des gens qui travaillent dans le groupe ont totalement adhéré à ce que Clarins soit une entreprise citoyenne. Nous avons aussi des activités qui n'ont rien à voir avec notre métier. On a une fondation pour la recherche sur la polyarthrite évolutive qui existe maintenant depuis pratiquement une vingtaine d'années et où nous mettons énormément de fonds, la famille personnellement et l'ensemble des collaborateurs. Et on en profite aussi pour taper un peu les fournisseurs parce que ça amène de l'argent qui est donc le nerf de la guerre. Nous avons aussi une activité qui, par exemple, n'a rien à voir avec la nôtre, c'est nous nous sommes investis dans un avion, le Solar Impulse, tout simplement parce qu'on trouve que c'est une aventure extraordinaire de savoir que demain, un avion va pouvoir faire le tour du monde simplement à l'énergie solaire. C'est-à-dire qu'on participe à une nouvelle aventure. Donc une entreprise, elle a des actions, elle a des visions, c'est souvent son président, un dirigeant qui le met, mais vous ne pouvez pas savoir la fierté de l'ensemble des collaborateurs. Je vous donne un exemple. On a un prix de la femme dynamisante où on remercie chaque année une femme, on fait ça dans 18 pays dans le monde, qui consacre son temps à s'occuper d'enfants, soit qui sont malades, soit qui sont violentés, soit qui n'ont pas accès à l'éducation, soit qui n'ont pas de nourriture.
eh bien, l'ensemble des collaborateurs, chaque année de France, réunit plus de 200 000 euros qui vient s'ajouter au prix qu'on donne. Donc, non seulement ils aiment et sont fiers de travailler pour une entreprise citoyenne, mais en plus, ils y participent de leur propre denier. Et ça, c'est ce qui me rend le plus fier. Alors, question, est-ce que quelquefois, et maintenant, ton frère te dit non? Sur les sujets éthiques, non. Il me dit jamais non sur un sujet. Non, mais il y a un sujet éthique, il y a toujours un corollaire qui s'appelle le pognon. Ah, mais À un moment ou à un autre, il faut financer toutes ces actions parce qu'elles sont nombreuses. Oui. Non, parce que quand nous sommes rentrés en que bourse... le frère ne lève pas le doigt. Malheureusement, il n'a pas pu être là, mais... ou alors, il s'est caché, non. Mais quand nous sommes rentrés en bourse, on a décidé que tout l'ensemble des collaborateurs auraient des stock options. Donc, on a donné à tout le monde. Ça n'a pas plu à tout le monde, du reste, c'est assez amusant. Les syndicats n'étaient pas trop d'accord parce qu'ils avaient peur de perdre leurs clients, parce que s'ils deviennent capitalistes, ils perdent des clients, donc ils n'aiment pas trop. Donc, avec Olivier, toutes les grandes décisions, notamment le côté entreprise citoyenne, c'est lui qui est responsable de la Fondation sur la polyarthrite évolutive. C'est lui aussi qui participe énormément au prix de la femme dynamisante. Sur ces sujets, on est toujours d'accord. Heureusement qu'on se dit non de temps en temps, parce que si vous voulez, c'est ce que j'appelle des dialogues où on n'est pas forcément d'accord, mais sur toutes les choses importantes, dans les histoires, dans les sociétés familiales, puisque c'est ça ta question, eh ben on avance dans le même sens. Et on a été tous les deux très intelligents, car on a pris un président qui n'est pas de la famille et qui dirige notre groupe de main de maître et qui est avec nous aujourd'hui. Mais je dis d'autant plus ça, bravo, mais je dis d'autant plus ça que dans une période économique compliquée, complexe, vous êtes sorti de la bourse, donc vous avez des agendas qui sont quand même très marqués. L'ensemble des entreprises aujourd'hui réduisent la voilure de la philanthropie. Donc nous, on a fait le contraire. C'est-à-dire que dans la difficulté, on a plutôt accéléré nos budgets parce que on réussit, hein, merci mesdames, c'est grâce à vous qu'on réussit. Et à chaque fois qu'on vend un produit Clarins, sachez qu'il y a une petite partie de cet achat que vous faites qui va pour les femmes dynamisantes, sur la recherche, sur Solar Impulse et bien d'autres sujets. Nous, on n'a jamais diminué. Il y a une fierté de faire ça. Et il y a une fierté D'abord, on réussit bien en ce moment, donc je touche du bois. Et il y a une fierté de continuer dans cette voie. La question ne se pose même pas. Alors, malheureusement, le principe du modérateur, c'est qu'il rend beaucoup de gens déçus, donc j'espère que la majorité ne le sera pas. Je suis désolé, j'ai deux questions pour clôturer ce débat, parce que je n'ai plus que 1 minute 50, donc chacun aura quelques secondes pour y répondre. La première va à Mathieu. Quelles sont les grandes innovations et les grandes révolutions de demain? Je ne pense pas forcément à la recherche fondamentale, bien sûr, mais je pense encore une fois, dans l'inventaire que vous avez fait, ce qui bousculera la vie de chacun et ce qui nous fera prendre conscience que la recherche a abouti à un monde meilleur. Enfin, l'espoir. En 2 mots. Ok. 2,5. Merci. Qui a envie que ça dure plus longtemps? Non, c'est pas ça. Pas non. Non, en plus. Donc, dans le domaine des sciences fondamentales, on a une vingtaine de pistes qui sont évoquées dans ce numéro, toutes passionnantes. Dans le domaine de l'ingénierie et des réalisations et de l'innovation, bien évidemment, les préoccupations d'aujourd'hui, et ce n'est pas une passade, ça ne va pas finir demain, sont des préoccupations de bonne santé. C'est-à-dire de bonne santé pour chacun en particulier et de bonne santé pour la planète en général. Bon, dans tous ces domaines-là, qui sont des domaines assez vastes, il y a beaucoup à attendre, en particulier des biotechnologies, parce qu'il y a certainement des moyens de procéder, de fabriquer, de transformer la matière et la nature de manière beaucoup moins dispendieuse en énergie, beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Il y a des très beaux projets dans ce sens. Et si je devais retenir un projet et que mon temps de parole était écoulé, je dirais que cette manière moins violente de traiter la nature pour obtenir des réalisations en dépensant moins d'énergie et en garantissant la bonne santé des écosystèmes, je pense que ça va faire partie des premières belles pistes de ce 21e siècle dans lequel on entre là. Alors, simplement, c'est à titre personnel, je suis enchanté parce que ça s'appelle entre autres la permaculture et vous avez un représentant digne ici, Maxime de Rostolan, qui crée une ferme en permaculture et qui pourrait vous expliquer pendant des heures pourquoi le maintien des écosystèmes, en tout cas
ceux auxquels on pense, comme la forêt et la prairie, sont les meilleurs garants d'une agriculture propre, sans intrants, et en même temps qui donnent du travail à ceux qui sont à côté de leur champ et qui nourrit bien les populations et qui conduit à l'autonomie élémentaire. Maintenant, prochaine question, elle est pour toi, Christian. Tu as plusieurs responsabilités. On peut, celui d'être un père, un chef d'entreprise, un modèle pour certains. Il y a beaucoup de jeunes ici et qui ont écouté ce matin François Lemarchand, que je tiens avec François Lemarchand et toutes les équipes de la Fondation Nature et Découverte à remercier pour organiser ces remarquables universités de la Terre. Je pense que quand on a aussi écouté Mohamed Younous, le professeur Younous, on s'aperçoit à quel point on peut changer le cours des événements comme l'effet papillon en ayant une idée et en étant, je dirais, engagé, perspicace, confiant dans son mode de fonctionnement. Maintenant, cher Christian, qu'est-ce qui t'a motivé dans la direction que tu as prise et qu'est-ce qui fait que cette exemplarité qui est celle de certains chefs d'entreprise, elle pourrait être pérenne ou pas chez toi, si par hasard le monde économique changeait la donne de ton entreprise? Oula. Je croyais que je devais parler de mon produit favori. Alors, je vous le dis quand même, c'est le double sérum. Bon, non, mais pour répondre à ta question, je crois que j'y ai répondu avant, c'est-à-dire que le fait que nous sommes considérés depuis pas mal de temps comme une entreprise citoyenne a montré une adhésion et un lien social très fort au sein de l'entreprise. Et donc, je ne vois pas pourquoi je changerais. Si c'était pour aller travailler dans une entreprise où il y a déjà un stress et une tension qui est due simplement au marché, à l'économie, etc. Mais c'est quand même un lieu de travail. L'entreprise est un lieu de travail, on y passe énormément de temps. Donc il faut savoir choisir une entreprise qui a une vision de là où elle veut aller pour la raison de laquelle elle existe et de ce qu'elle peut faire autour d'elle. Donc qu'est-ce qui pourrait changer? C'est des lois qui feraient que tout serait interdit et qu'un produit de beauté, ce serait que de l'eau avec un peu de matière grasse. Point final. Et c'est vrai qu'on n'a pas reparlé du principe de précaution. François Lemarchand, ce matin, a bien souligné qu'il fallait quand même aller de l'avant, qu'il n'y aurait pas eu de grandes découvertes si on n'avait pas eu des pionniers qui ont pris certains risques et que dans la recherche fondamentale, on ne doit pas avoir de principe de précaution, on doit avoir simplement un principe de précaution dans la recherche appliquée. Voilà un petit peu mon sentiment. Alors, nous avons presque terminé. Je ne sais pas si Mathieu veut dire le mot de la fin. Ah non. J'avais envie de citer Rabelais, « Science sans conscience n'est que la ruine de l'âme », que certains connaissent évidemment. Je pense que l'avenir, le meilleur est à venir. J'aimerais que toutes ces rencontres nous conduisent à véritablement fonder les prémices d'un ordre nouveau. Et en tout cas, merci à tous. Merci Christian Courtin-Clarins, merci Mathieu Villiers, merci François Lemarchand à nouveau, merci Jean Audouze qui nous accueille dans ce l'UNESCO et Sylvain Kern qui est l'organisateur de tout cela. Non?